Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour. Aujourd'hui a été l'ouverture officielle de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de 100 pays y participent. C'est l'occasion de trouver ensemble des solutions à long terme face au changement climatique, particulièrement pour les pays en voie de développement qui en souffrent le plus. Madagascar fait partie de ceux qui participent à cette conférence COP27 à travers le président de la République, Andry Rajoelina, qui a assisté à l'ouverture officielle aujourd'hui. Les détails avec Natera Goutmaouf et Era Souloufarmalan. La sécheresse dans la partie sud de Madagascar, les intempéries telles que les cyclones qui ont laissé des séquelles dans le pays durant ces 2 ans successifs, ce sont parmi les problèmes auxquels l'île fait face en raison du changement climatique. Le gouvernement malgache qui ne cesse de trouver des solutions afin de réduire l'impact de ce changement climatique. Il est connu que des stratégies ont été déjà mises en place afin d'obtenir des financements des investisseurs pour faire face à ces problèmes, vu que le pays est encore un pays en voie de développement. Ainsi, la participation de Madagascar à cette conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 fait partie de l'une de ces solutions. L'État malgache a déjà participé 3 fois à de telles conférences avec la participation du président de la République. Des pays développés ont déjà affirmé leur volonté d'investir à Madagascar dans le cadre de cette lutte, mais aucun financement n'a encore été obtenu. Raison de cette participation à la conférence afin d'obtenir ces financements. Plus de 110 pays participent à cette conférence COP27 et plusieurs pays en voie de développement sont confrontés également aux mêmes problèmes que notre pays. Face à cela, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré durant l'ouverture officielle de cette conférence que les pays développés devront faire preuve de solidarité afin d'aider les pays en voie de développement, mais aussi afin d'atteindre l'objectif du développement durable. D'autre part, durant cette conférence, le président de la République va effectuer diverses rencontres avec les partenaires pour trouver des solutions face au changement climatique. L'obtention de financement et les différents projets mis en place par l'État actuellement sont complémentaires. Ainsi, les activités pour la lutte contre le changement climatique se poursuivent. Pour rappel, cette conférence COP27 a débuté aujourd'hui et prendra fin le 18 novembre. Le président de la République, Andry Rajoelina, va prendre parole lors de cette conférence demain. Le président de la République, Andry Rajoelina, a assisté au festival Marquis Tananous Bay, le premier festival qui priorise le vaccin contre le Covid-19. On vise un séjour sain selon les responsables, puisque le nombre des personnes vaccinées est un des indicateurs permettant aux touristes de faire choix pour leur destination. Par contre, Nous Bay ne compte que 20% de la population à avoir fait le vaccin contre le Covid-19. Le ministère de la Santé publique, l'OMS et l'UNICEF ont adopté une nouvelle stratégie lors de ce festival. Les détails avec Sylvain. 3 centres de vaccination ont été instaurés dans les lieux publics lors du festival Marquis Tananous Bay afin de profiter de l'occasion pour prévenir la pandémie de Covid-19. Le but est que Nous Bay soit une destination safe pour les touristes. Par ailleurs, ces derniers exigent pour leur séjour et le choix de leur destination un nombre maximal de personnes vaccinées contre le Covid-19. Des habitants sains et forts pour un tourisme durable. Ainsi, Martoum a choisi de procéder aux vaccinations contre le Covid-19 lors de ce festival Marquis selon les habitants. Les impacts du confinement restent encore gravés dans la mémoire des habitants de Nous Bay. Personne ne souhaite revivre la même situation. Par ailleurs, des animations artistiques ont été effectuées pendant ce festival afin d'inciter les locaux à se faire vacciner contre la Covid-19. Le vaccin est le seul remède selon le chanteur d'Alvis. Selon les statistiques, Nous Bay ne compte que 1800 personnes vaccinées contre le Covid-19 jusqu'à maintenant. Le ministère de la Santé publique, l'UNICEF, l'OMS s'engagent à faire accroître le taux de vaccination contre le Covid. Lors de ce festival Marquis, 1107 personnes se sont fait vacciner. La mobilisation se poursuivra pour mettre en place un tourisme sain à Nous Bay. Page économie. Madagascar est le 2e pays exportateur de textiles dans le continent africain et les pays en voie de développement. 19,35% du PIB de Madagascar provient de ses exportations. Ce secteur fournit de nombreux emplois directs,
Face à cela, l'OIT ainsi que le ministère du Travail, de l'Emploi, de la fonction publique et des lois sociales ont élaboré le projet Sustainable Supply Chains to Build Forward Better ou SSCBFB pour améliorer le secteur et pour en faire bénéficier les avantages aux acteurs œuvrant dans ce domaine. Felana Rakoudoal Soul et Asna Rafal Zanahaj. Environ 105 000 personnes bénéficient de l'exportation textile, dont 30% se font légalement selon les statistiques de 2015. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a fait perdre beaucoup d'emplois selon les explications. Un atelier se tiendra prochainement afin de trouver des solutions pour que les personnes œuvrant dans cette chaîne d'approvisionnement textile puissent avoir un travail décent et pour l'amélioration de ce secteur. Selon toujours les explications, cet atelier se déroulera à partir de ce mercredi. Dans le secteur santé, le nouvel ambassadeur de l'Inde a effectué une visite de courtoisie auprès du ministère de la Santé publique ce matin à Bouïda. Ce ministère est le premier à le recevoir après sa rencontre avec le président de la République durant la présentation de ses lettres de créance. Et durant cette rencontre, l'ambassadeur de l'Inde a déclaré qu'il est prêt à inciter les entrepreneurs indiens à investir dans le secteur du tourisme médical, un sujet qui a été évoqué lors du PEM. À part cela, la collaboration entre les deux pays concernant la formation des médecins et la production de médicaments a également été discutée. À noter que l'Inde est un pays partenaire de Madagascar depuis déjà longtemps dans ce secteur de santé. Ensuite, le nombre de neurochirurgiens à Madagascar n'est pas encore suffisant selon la déclaration du président de l'Association des neurochirurgiens. En plus, le manque d'équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs activités est également un problème majeur. Ce service célèbre son 50e anniversaire ce jour. Plus de détails avec Sejaran Gianas et Anzar Razonarville. Il n'existe que 15 neurochirurgiens à Madagascar, un nombre encore insuffisant et qui ne peut couvrir l'ensemble de la population malgache, selon le président de l'Association des neurochirurgiens aujourd'hui. Nombreux sont les étudiants en médecine qui souhaitent poursuivre leurs études en neurochirurgie. Pourtant, seulement un étudiant en médecine chaque année est admis à poursuivre cette branche. Par ailleurs, le manque d'équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs activités constitue également un problème majeur auquel ils sont confrontés. Malgré ce nombre insuffisant, la recherche qu'effectuent les médecins dans le domaine de la neurochirurgie continue de s'améliorer, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De plus, la coopération qui a déjà existé entre ce dernier et le ministère de la Santé publique sera renforcée afin que les Malgaches puissent bénéficier d'une santé de qualité conforme à l'évolution actuelle, souligne la professeure Assomakou Béatrice. La célébration du 50e anniversaire du service neurochirurgie a eu lieu aujourd'hui à Anoussi. Aussi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également fait une visite au sein de ce service à l'hôpital Achiera ce matin. Toujours dans ce sujet, concernant la situation de la Covid-19 à Madagascar, le ministère de la Santé publique a publié les statistiques officielles qui font état de 39 cas durant la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2022. Concernant la répartition des cas, Analamang enregistre le plus grand nombre avec 29 cas, 8 cas avec la région Atnan et un cas respectivement pour les régions Bouin et Diana. Aucune forme grave et aucun décès n'a été recensé durant cette semaine. En éducation, la langue japonaise commence à intéresser de plus en plus d'apprenants à Madagascar. Une école privée a ainsi décidé de l'inscrire à son programme d'enseignement depuis la rentrée 2022-2023. Il n'est pas difficile de l'apprendre selon les étudiants qui ont commencé à parler couramment en 2 mois seulement, selon l'apprentissage. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. Ces élèves, en classe de seconde et première, ont étudié le japonais pendant 2 mois. C'est la première fois qu'ils apprennent cette langue, mais ils disent que c'est facile. De plus, cela les aiderait à s'ouvrir au japonais dans le cas où ils voudraient poursuivre leurs études ou travailler au Japon. Le renforcement de la relation bilatérale entre Madagascar et le Japon a incité cette école située à Boumanarn à inclure le japonais dans son programme scolaire. Cela a commencé cette année. 2 professeurs se relaient pour dispenser 2 heures par semaine. Après leurs études, les professeurs mettront ces étudiants en relation avec l'ambassade.
Le japonais est la 11e langue la plus parlée au monde et la 6e la plus utilisée par les internautes. Outre la langue, la culture japonaise a été pleinement intégrée dans le pays et de nombreux jeunes malgaches s'y intéressent en ce moment. Actualité sportive, les régions Vaknakarach et Analamang se sont démarquées lors de la compétition Grand Prix du Président qui s'est tenue au boulodrome Buldin Ivat cette fin de semaine. 15 millions d'arrières supplémentaires ont été distribués aux 4 catégories en compétition. Le prix remis par le président de la République Anj Radzouil dans cette compétition Grand Prix du Président, ce qui porte à 30 millions la totalité des sommes distribuées. Les détails avec Anzara Razonarville et Radraman Zatouf. La région Analamang et Vaknakarach ont remporté le Grand Prix du Président qui s'est tenu au boulodrome Buldin Ivat le week-end dernier. L'équipe du club C2BA, Vaknakarach composée de Wund, Mick et Jean, est devenue championne après avoir battu l'équipe UBM à Wishmanzak d'Analamang en finale sur le score de 13-4. Dans cette catégorie masculine senior, les vainqueurs ont reçu un trophée et un prix de 5 200 000 arrières, tandis que le second a reçu 2 millions d'arrières. Les équipes jusqu'à la 8e place ont remporté des prix. Pour la catégorie senior féminine, les joueuses de Vaknakarach, notamment Voul, Tit et Tahir, ont battu BSC Ambuimasu de la région Matiachambun sur le score de 13-3 à l'issue de la finale. L'équipe de C2BA Vaknakarach a également remporté le premier prix pour la catégorie féminine avec un trophée et un prix de 3 600 000 arrières, tandis que l'équipe qui a obtenu la 2e place a reçu 1 200 000 arrières. Pour les vétérans et la catégorie junior, Analamang a remporté le trophée. Chez les vétérans, l'équipe de Gérard Naturel avec Raleigh et Anj a battu l'équipe de Matiachambun du club BSC Ambuimasu sur le score de 13-12 lors du dernier match. Analamang a également remporté la catégorie junior lors de cette compétition. L'équipe de Johan, Dylan et Anj d'Ambuimaïd a brillé dans cette finale, battant l'équipe du C2BA Antirapé Vaknakarach sur le score de 13-0. Ces derniers ont remporté le prix de 4 millions d'arrières si la seconde place a obtenu 1 200 000 arrières. Place maintenant aux actualités internationales. La 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU continue lundi et mardi en Égypte avec l'entrée en scène de 110 chefs d'État et de gouvernement. Dimanche, les délégués à la COP27 ont décidé de mettre pour la première fois à l'agenda officiel la question du financement des dommages déjà causés par le réchauffement. France 24. Alors si la COP27 a ouvert ses portes hier, la réelle journée d'inauguration aura lieu ce lundi. Ce sera la valse des chefs d'État, 110 vous l'avez dit, qui prononceront leur discours. Forcément, 2 camps vont s'opposer lors de cette COP, dont les pertes et préjudices seront au menu tout au long de cette dizaine de jours. Rapidement, les pertes et préjudices en jargon onusien, ce sont les réparations financières des pays les plus riches envers les plus pauvres. À Paris en 2015, ils s'étaient mis d'accord sur le montant de 100 milliards de dollars par an à allouer aux pays les plus pauvres. Ce montant n'a toujours pas été atteint. En 2021, 83,3 milliards de dollars ont été donnés, dont 16 venaient du secteur privé. Et ce chiffre de 100 milliards par an doit être doublé en 2025. Ce que l'on sait de cette journée, c'est qu'à midi, il y aura la traditionnelle photo de famille des chefs d'État qui seront accueillis par le président Sisi, puis leur discours. Arrivé dans la nuit, Emmanuel Macron s'exprimera à 16h30, heure de Paris. Sans renier les promesses faites à Paris en 2015, il devrait interroger sur la manière et l'efficacité de ces réparations. De leur côté, les pays africains devraient profiter de cette COP qui a lieu sur le continent pour rappeler que ces engagements sont non négociables, alors que l'Afrique n'émet pas plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre et qu'elle se retrouve en première ligne face au changement climatique. Et il y a quelques jours, l'Agence onusienne de l'environnement a annoncé que les objectifs de Paris d'atteindre 1,5 d'ici la fin du siècle ne seraient pas atteints et qu'on se dirigerait plutôt vers 2,8 degrés. Antonio Guterres a parlé de catastrophe mondiale. Ensuite, le barrage hydroélectrique de Kakhovka dans la région ukrainienne de Kherson occupée par les forces russes a été endommagé à la suite d'une frappe ukrainienne, déclare Moscou. Toujours avec France 24. Elle est aux mains des Russes depuis le début de l'invasion en février dernier. Kherson, une ville du sud de l'Ukraine, aujourd'hui annexée à des aires de forteresse. Mais depuis plusieurs semaines,
les troupes ukrainiennes se rapprochent. Elles auraient, d'après les autorités d'occupation, mené 2 frappes sur la ville et notamment sur un barrage, privant d'eau et d'électricité plus de 10 localités dans la région de Kherson. Et ces derniers jours, les occupants auraient évacué des milliers de civils de plusieurs villages alentours, devant l'imminence d'une attaque ukrainienne aux missiles selon les Russes. Nous continuons de recommander fortement aux habitants de quitter la rive droite de Kherson et la région de Kherson et de se diriger vers la rive gauche. À tous ceux qui spéculent sur des attaques, nous rappelons que la vie des citoyens de Kherson et de sa région reste notre priorité et celle de la Fédération de Russie. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de mettre en danger les vies de milliers d'habitants dans cette région. Ces derniers jours, devant l'avancée des forces ukrainiennes, l'administration russe a annoncé un possible retrait de ses soldats de l'ouest de Kherson. Mais pour l'armée ukrainienne, c'est une énième manipulation russe. Les Russes utilisent des tactiques pour nous duper. Ce qu'on constate sur le front, c'est que l'ennemi a renforcé ses positions grâce aux nouveaux conscrits mobilisés. Ici, on sent la différence. Ils se comportent différemment et ne sont pas habitués à la situation. Par exemple, ils n'ont pas peur des drones qui les survolent. Vendredi, les autorités russes d'occupation ont démenti la mise en place d'un couvre-feu à Kherson. En Tanzanie, un avion de ligne s'est écrasé dimanche dans le lac Victoria alors qu'il tentait d'atterrir par les temps orageux à l'aéroport de Bukoba, une ville située à proximité du lac. Au moins 19 personnes sont mortes. Les opérations de sauvetage se poursuivent alors qu'elles ont déjà permis de secourir une vingtaine de personnes sur les 43 que comptait le vol. Toujours avec France 24. Bonjour, les autorités ont très peu communiqué officiellement. À part le bilan, elles ne donnent pas d'informations concernant cet avion de la compagnie Precision Air, une compagnie tanzanienne qui effectue des vols internes au pays. En revanche, on en sait de plus en plus grâce aux survivants. Certains confrères journalistes tanzaniens ont pu accéder à l'hôpital dans lequel sont soignés les survivants. Et certains d'entre eux expliquent qu'à leur approche de Bukoba, le pilote a prévenu les passagers que les conditions météorologiques n'étaient pas les meilleures possibles, qu'il était possible qu'ils doivent aller dans un autre aéroport pour pouvoir se poser s'il n'était pas en sécurité dans celui-ci. Alors visiblement, il a tout de même tenté de se poser et les passagers expliquent qu'au moment d'arriver à proximité de la piste d'atterrissage, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de vent, qu'il y avait de fortes turbulences et tout d'un coup, explique-t-il, ils se sont retrouvés dans l'eau. L'avion s'est abîmé dans le lac Victoria. L'avion s'est peu à peu rempli d'eau et apparemment, la majeure partie des survivants était située à l'arrière de l'appareil. C'est ce qu'ils expliquent. Il y avait une hôtesse de l'air qui était présente à leur côté, qui a pu ouvrir la porte arrière de l'appareil. Ils sont sortis dans les eaux du lac Victoria et ont attendu que des embarcations de pêcheurs arrivent pour essayer de les aider. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, l'appareil n'est toujours pas sorti de l'eau. Il a pu être ramené à proximité de la côte grâce à des cordes et grâce à des embarcations de pêcheurs. Il faudra donc attendre demain pour qu'il puisse être sorti des eaux du lac Victoria et peut-être que cela permettra de lever des doutes sur ce qui s'est passé, notamment vis-à-vis des raisons du crash, mais aussi vis-à-vis des personnes qui étaient présentes à bord. On n'a pour l'instant pas leurs identités et on n'est pas non plus sûr du nombre de personnes qu'il y avait à bord de cet appareil, car selon la compagnie, il y avait 43 personnels compris. Or, selon les autorités tanzaniennes, il y avait 19 morts et 26 survivants, ce qui fait 45 personnes. Il y a donc des zones d'ombre dans cette affaire, dans cet avion qui s'est crashé dans le lac Victoria. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Dans quelques minutes, vous allez suivre la série Scandale. Au revoir.